Vivre dans le temps, c'est lourd. C'est ça qui est lourd dans nos vies. Vivre dans la conscience du temps. Évidemment, je ne me réfère pas au temps qui est à l'horloge ou à la montre. C'est pas ça le temps qui a un sens pour nous. Le temps lourd, le temps difficile, le temps pénible, c'est d'avoir constamment son attention sur un autre moment que celui qui est là. Regardez dans le courant d'une seule journée comment on est presque constamment tendu, littéralement tendu, vers quelque chose qui n'est pas là et qui viendra. On est en train de penser à ce qu'on va faire à midi, ce soir, la semaine prochaine, durant les vacances, à la retraite, etc. Et on s'y est habitué. On a fini par s'y faire, on dit c'est la vie, que voulez-vous? Et pendant ce temps-là, on est en train de rater le plus beau. On est en train de se contenter d'une vie extrêmement restreinte, plutôt terne. Une vie difficile, finalement. On ne le voit plus parce qu'on s'y est habitué. Le temps, la lourdeur, le sentiment d'être quelqu'un, tout ça vient ensemble. Parce que si vous n'avez pas cet imaginaire du temps, du futur, votre personnalité ne veut plus rien dire. Votre attachement à la personnalité ne veut plus rien dire s'il n'y a pas le temps. Vous voyez ça? Ça vient ensemble avec l'imaginaire d'un temps à venir, d'avoir un futur. Regardez un enfant, il est sans futur. Il n'y a pas le temps pour lui. Il n'a pas de vie à réussir, l'enfant. Qu'est-ce qui fait que nous, les adultes, on est tous convaincus qu'on a des vies à réussir? Plusieurs vies à réussir. Une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie de couple, une vie de ceci, de cela. Et c'est lourd. On a de plus en plus un poids énorme dans sa vie. Pourquoi pas le confort? Pourquoi pas le confort? Pourquoi ne pas vivre confortablement? On n'y pense même plus tellement on s'est habitué à vivre dans cette douleur. En fait, on arrive à un moment donné à devenir complètement intolérant pour toute forme d'inconfort dans sa vie. Et c'est là qu'est le secret du dénouement, de se délier, de se désencombrer. C'est une intolérance à toute forme de lourdeur, toute forme de pesanteur, toute forme de tension, même de micro-tension. Ça demande un développement de la sensibilité. C'est une question de sensibilité. C'est par insensibilité qu'on a fini par s'y faire à cette vie un peu médiocre. Hein? On mène des vies médiocres comparées à ce qu'est vraiment la vie. C'est une question de sensibilité, sentir davantage. Et regardez ce qui se passe dans toutes les grandes parties de ce qui est proposé comme démarche, comme technique, comme pratique. Toutes les démarches arrivistes avec un but, tournées vers un but, les démarches progressives qui vous font devenir plus ceci, moins cela. Tout ça vous installe encore davantage dans le temps. Ça met davantage votre attention sur quelque chose qui n'est pas là. C'est un surcroît de lourdeur, toutes ces démarches-là. Et surtout, c'est des tactiques pour en arriver à ne plus sentir sa vie, dans le fond. C'est pas tellement... Oui, c'est pas tellement les pratiques qu'on trouve proposées qui sont problématiques, c'est notre manière de les aborder. On les aborde, on s'y adonne pour en arriver à ne plus sentir ce qu'on sent.
qui est douloureux, qui n'est pas facile dans la vie. On ne veut plus sentir ça. C'est un réflexe, tout simplement. C'est un réflexe habituel, on le comprend, ce réflexe-là. Mais c'est un réflexe qui nous éloigne du désencombrement, justement. Parce que le seul dénouement possible, c'est de sentir, c'est la sensibilité. Parce que c'est par insensibilité, justement, qu'on en est venu à plus sentir la vie profonde en soi et d'avoir besoin de ceci, de cela. C'est une insensibilité qui s'est installée en nous, qui nous vient du fait de vivre dans la mémoire, dans les images. On a construit un monde d'images, et on est convaincu que c'est ça la réalité. À partir de là, on devient plutôt insensible à ce qui est vraiment. Au fond, il n'y a pas de blâme à distribuer à qui que ce soit. On n'a pas à commencer des séances d'autoflagellation ici. C'est tout simplement un malentendu. Tout ça s'est développé à partir d'un simple malentendu qui est arrivé très tôt dans notre vie. Je disais tout à l'heure, comment un enfant, rappelez-vous le début de votre carrière d'être humain. C'est une carrière, être humain. On pense que c'est une carrière à réussir, d'ailleurs. Tous les gens qui croyaient avoir réussi leur carrière, ils ont changé d'idée à la fin. Et les autres qui pensaient avoir échoué aussi, ils ont changé d'idée. C'est pas quelque chose à réussir ou à échouer, la vie. Mais bref, regardez, essayez de vous rappeler comment c'était au début, quand vous n'aviez rien à réussir, il n'y avait pas de but. Et comment tout ça a commencé à changer? À quel moment? Dans quelles circonstances? Essayez de vous rappeler. Le moment où vous avez commencé à prendre conscience, sans le dire, mais à prendre conscience et à penser, mais j'existe. C'est arrivé à un moment donné. C'était pas là au début. Regardez un enfant de quelques mois, il existe. Et il ne sait pas encore qu'il existe. Enfin, pas de manière très, très précise. Un animal, il existe, il ne sait pas qu'il existe. Un arbre, il existe, il ne sait pas qu'il existe. Une pierre, elle existe, elle ne sait pas qu'elle existe. Il n'y a pas à dire, la pierre, elle est tranquille, hein? L'arbre aussi. L'enfant aussi. Mais à partir du moment où il y a une prise de conscience de soi-même, qui est inévitable, notre cerveau extrêmement complexe, notre système nerveux extrêmement complexe, avec ses quelques centaines de milliards de neurones, non seulement ce cerveau-là permet la prise de conscience de soi, le retour du regard sur soi-même, non seulement il le permet, mais il le rend inévitable. C'est inévitable, la prise de conscience de soi. Pourquoi? C'est la nature même de la conscience. Conscience veut dire conscience de soi et de rien d'autre. Par nature même. Par définition de ce qu'est la conscience, c'est conscience de soi. Alors, c'est inévitable que, à partir des expériences des sens, regardez les enfants, on n'est que ça dans nos premiers mois, premières années. Les yeux, les oreilles, le toucher beaucoup, le goût, l'odorat, tout ça, mais surtout le toucher, la vue et l'ouïe. Et il y a une curiosité, parce que c'est ça qui est, c'est cet élan de découverte, d'émerveillement qui est à l'origine, c'est ça qui est le moteur même de l'incarnation. C'est ça qui a fait cristalliser toute cette forme-là. On pense, en tout cas moi, on m'avait enseigné ça, je croyais, pendant un certain temps, que les sens étaient là pour aider à la vie du corps. Je me suis aperçu à un moment donné que c'était exactement l'inverse. Qu'il y a le corps pour qu'il puisse y avoir des sens, pour qu'il puisse y avoir contact, pour qu'il puisse y avoir prise de conscience de soi. On s'est rendu compte de ça, les évolutionnistes. En tout cas, certains d'entre eux ont réalisé
Par exemple, l'œil, qui est une structure extrêmement complexe. Vous avez déjà regardé comment c'est fait un œil. C'est des tissus très différents. C'est délicat, bien sûr, mais c'est très complexe. Et on a calculé que ça demandait, pour que l'œil puisse arriver dans l'évolution de la vie sur Terre, ça aurait demandé, si ça s'était fait au hasard, hein, l'évolution des gènes, ça aurait demandé l'évolution d'un nombre de gènes tellement effarant et non apparentés les uns avec les autres, que c'était une impossibilité statistique, une impossibilité mathématique que l'œil puisse voir le jour, si je peux m'exprimer ainsi, en quelques centaines de millions d'années que ça a pris. Ce qui montre assez bien, pour qui n'est pas de mauvaise foi, ce qui montre assez bien que l'œil est apparu parce qu'il y avait déjà la vision, à quelque part. C'est comme ça pour tous les sens. Les Indiens, entre autres, ne sont pas les seuls, mais les Indiens, il y a des milliers d'années, ont déjà pressenti cela. C'est pour ça que dans l'ordre de la manifestation, l'ordre de ce qu'ils appellent les tatwas, hein, les niveaux de manifestation, on place les sens subtils avant les sens grossiers, qui sont les derniers. Il y a d'abord les sens subtils avant qu'il y ait les sens. Autrement dit, il y a un élan pour voir avant que la structure apparaisse. La fonction précède la forme dans l'évolution, si vous voulez. C'est une petite parenthèse. Alors, regardez, au tout début, c'est les impressions des sens qui s'accumulent. Et très vite, le cerveau va effectuer des corrélations entre les diverses impressions des sens. Et va bâtir quoi? Va bâtir une trame. Ça se bâtit très rapidement, une trame, la trame du monde. Le monde apparaît. Le monde apparaît. Vous allez dire, mais qu'est-ce que vous racontez là? Le monde, il est déjà là. L'enfant, on le dit d'ailleurs, il est venu au monde. Oui, le monde est déjà là. Mais qu'est-ce que le monde? Ce qu'on appelle le monde, c'est des images du monde. Quand je dis le monde apparaît à partir des corrélations que le cerveau a fait de mes impressions des sens, les images que j'ai du monde apparaissent. Et pour moi, c'est ça le monde. Si vous n'aviez pas eu vos 5 sens, montrez-moi le monde. Il est où le monde? Vous allez dire, mais on sait bien que le monde est là. S'il n'y a pas vos 5 sens, le monde est encore là. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais ce n'est pas du tout ce qu'on croit qu'il y a. Regardez un exemple très simple. Vous voyez un monde, vous êtes dans un monde, vous êtes en train d'évoluer, vous avez des peurs, des désirs. Tout ça a l'air très concret, très réel. C'est ça, il est là le monde. 2 minutes plus tard, vous dites, ah, mais j'étais en train de rêver. Vous vous réveillez. Il est où le monde? Il était où le monde? C'est pas vraiment différent dans l'état de veille. Ce que j'appelle le monde, c'est mes images dans l'état de veille. Et ça apparaît à un moment donné. Ces images-là ne sont pas là au début. Encore une fois, ne me faites pas dire qu'il n'y a pas de monde avant. Si. Mais il n'est pas du tout ce qu'on peut croire qu'il est après l'apparition des images. Alors apparaît cette trame du monde qui se tisse très rapidement. Hein, c'est des corrélations, hein, exactement comme un tissu. Comment ça se tisse? Hein? Il y a des mailles, ça se répand rapidement. Plein d'images, des images statiques. Et surtout, avec une image centrale que je finis par appeler je. Je et le monde. Moi et le monde. Les deux apparaissent en même temps. Vous ne pouvez pas avoir moi sans le monde ou le monde sans moi. Regardez. Vous ne pouvez rien imaginer aujourd'hui par la pensée
qu'il n'y ait pas cette dualité entre moi et le monde. La dualité est apparue. C'est pas une critique, c'est du sport. C'est magnifique. C'est comme au cinéma, vous allez au cinéma, vous dites, waouh, c'est magnifique. C'est toute une invention, hein? C'est beau, c'est magnifique. Mais, ce qui arrive, c'est que, à mesure qu'il y a cette prise de conscience de moi, vient une restriction. Parce que, à réaliser, j'existe, c'est déjà un enfermement. Il y a déjà quelque chose. Et vous allez voir, vous avez vu d'ailleurs, qu'à partir de cet instant-là, votre vie au complet devient une réaction. Que dis-je? Une révolte. Une révolte contre cet enfermement. Cet enfermement qui est imaginaire. Mais quand même, tant qu'on y croit, on réagit à ça. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, la plupart du temps, est une réaction, une révolte contre l'enfermement. Parce que j'existe, c'est déjà une restriction. Et à partir du moment où vous dites, vous ne le dites pas, mais à partir du moment où vous réalisez, j'existe, tout d'un coup, ça vient graduellement ou subitement, peu importe, à quel âge, quelques mois, 1 an, 2 ans, peu importe. À partir du moment où vous réalisez, j'existe, regardez, vous commencez à vivre dans le temps. Parce qu'à partir du moment où je dis j'existe, je veux continuer d'exister. Et là, tout commence. La vie laborieuse va commencer.